Bonsoir et bienvenue à la DAGP. Merci à la DAGP de nous recevoir pour cet atelier avec Anne Massal sur un ouvrage qui s'appelle Photo Against the Machine, dont on va parler essentiellement. Je suis Aurélie Lacouchy, je suis responsable de la bibliothèque de la MEP et membre du comité directeur de Gens d'Images, où j'ai pendant quelques années été déléguée du prix Nadar. Donc c'est assez logiquement que je présente un livre. Juste pour information avant qu'on commence, cette rencontre est filmée et captée. Elle sera donc diffusée sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Gens d'Images, bientôt. Donc c'est juste pour vous dire que si vous voulez prendre la parole pour poser des questions, et on espère qu'il y aura des questions et qu'il y aura un débat, on vous demandera d'attendre le micro et de bien parler dans le micro, tout simplement. Voilà. Juste pour info aussi, vous trouverez en sortant, outre les petits carnets de Gens d'Images que les réguliers connaissent bien, une pub éhontée pour la MEP, bien évidemment, j'en ai profité pour mettre des flyers de notre exposition en cours sur Denis Morris jusqu'au 18 mai. Voilà, des petits flyers bibliothèque où vous pouvez me trouver en semaine. Et surtout, ce qui est plus dans notre sujet, je vous ai fait une mini bibliographie des ouvrages qui concernent l'IA et qui sont disponibles à la bibliothèque de la MEP. Voilà. Donc ça, c'est à la fin, si vous êtes sage. Donc, bienvenue Anne Massal. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, Anne Massal, on s'est rencontrés à la MEP aussi. Il y a quand même une logique. Je ne fais pas juste de la pub pour la MEP comme ça, sans raison. Hein. Des fois, c'est un peu logique. Puisque la MEP a une politique de soutien à la recherche, évidemment en photographie. Et on a accueilli donc Anne au premier trimestre 2024. Vous êtes créatrice, artiste et photographe, on en reparlera, pour une résidence de recherche de 3 mois, donc à la Maison européenne de la photographie, autour des collections de la MEP. Vous savez que la MEP possède 25 000 tirages photographiques qui sont exposés à peu près, dont une partie est exposée à peu près tous les 18 mois. Donc c'était un lien entre les collections de la MEP et l'intelligence artificielle. Donc c'est ce dont on va parler détaillé maintenant. La résidence de recherche précédente, elle s'était faite avec Lou Stoppard en 2022, qui avait résulté, elle avait travaillé sur les collections de la MEP et les écrits d'Annie Ernaux, et ça avait résulté dans l'exposition qui s'était tenue au printemps 2024 autour donc, de notre collection et des écrits d'Annie Ernaux. Là, le travail de Anne Massal, donc début 2024, n'a pas résulté en une exposition, mais en un livre, plutôt 2 livres, puisqu'il y a une version anglaise, une version française, Photo Against the Machine. Le titre est le même en anglais et en français, mais la version verte, c'est la version française, la version jaune, elle est en anglais. Et c'est la même chose. C'est un livre intraduisible. Donc c'est un projet de recherche donc entre écriture créative, photographie et intelligence artificielle, et ça a été publié par Jean Boîte Éditions, donc version française, version anglaise. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. On peut peut-être commencer à rentrer dans le sujet. Comment peut-être vous présenter un petit peu avant sur qu'est-ce que vous faites en général et qu'est-ce qui vous a amené à ce projet. Avec plaisir. Alors du coup, peut-être pour expliquer, parce que c'est un livre de texte, même si c'est un livre sur la photographie, c'est assez important. Mes précédents projets, je ferai passer les livres, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Enfin, en fait, ça a tout à voir, mais ça, on en parlera peut-être. Du coup, si je clique, voilà. Alors ça, c'était mon premier projet qui s'appelait The Eye of the Cyclops. C'était aussi en anglais. L'œil du cyclope, je vais vous le faire passer rapidement en fait. Donc c'est un livre de photographie qui en fait, et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a quand même une cohérence dans le travail que j'effectue, qui en fait interrogeait la notion de beauté sous le prisme platonicien.
Donc la philosophie m'est très chère. Et pourquoi ce regard platonicien? Parce que pour Platon, je fais un raccourci, j'espère qu'il n'y a pas de trop de philosophes dans la pièce, mais le beau, c'était la vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu perdu de vue cette notion, d'où le fait que j'ai cherché, donc alors vous pouvez me dire, est-ce la vérité? Mais en tout cas, ce livre a été publié en 2016, il a été finaliste, il a eu la médaille d'argent au prix du livre conceptuel, à nouveau, vous voyez, prix conceptuel de photographie en Allemagne. Et en fait, j'interrogeais qu'est-ce que le beau? Est-ce que justement le beau, c'est ce qu'on nous montre dans les magazines ou est-ce que c'est pas peut-être autre chose? Voilà, rapidement, on va passer, mais voilà. Ensuite, le deuxième projet, et je ferai passer le livre, c'était On Love, Violence and the Lack of It. À nouveau, alors je suis française, hein, je tiens à le préciser, mais parfois il y a des choses qu'on arrive à retranscrire en anglais et vice-versa. Hein. J'adore la langue française, j'ai d'ailleurs fait des études littéraires, mais là, donc de l'amour, de la violence et du manque d'eux, qui interroge, est-ce qu'on parle du manque d'amour, du manque de violence? C'est une ambiguïté qui n'était pas facile à restituer en si peu de mots en français, et vous verrez que Photo Against the Machine, on s'est beaucoup interrogé avec mon éditeur. Est-ce que c'est contre? Non, c'était pas contre. Est-ce que c'est face? Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc deuxième projet à nouveau sur une forme d'ambiguïté, parce que je n'aime pas le manichéisme, je n'aime pas le noir et le blanc, et donc j'aime bien le gris. Nous y viendrons d'ailleurs peut-être avec la problématique de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un projet qui a été exposé en fait à Circulation, festival qui d'ailleurs fête son 15e anniversaire cette année, que je vous invite, qui vient de commencer. Et qui vient de commencer, voilà, et dans lequel j'ai exposé ce travail, et à nouveau je vous ferai passer la maquette du livre. Donc, suite à cela, pourquoi arriver à la MEV? Comment tout ça peut-être s'est produit? Du coup, forte de cette exposition à Circulation, en fait, je suis quelqu'un de très curieux, et j'aime bien saisir ce qui commence et surtout ce qui m'interpelle. Je me pose beaucoup de questions, et du coup, en fait, quand l'intelligence artificielle, enfin ChatGPT très exactement, hein, est arrivé, puisque un livre ne se fait pas en 3 semaines, comme vous vous en doutez, j'ai commencé à me dire, mais qui se sert de ça? Qui code ça? Quelles sont les réponses qui me sont données? Voilà. Et j'ai commencé à m'amuser avec la machine. J'ai arrêté en me disant que déjà, c'était un petit peu compliqué pour les gens de comprendre un peu mon positionnement d'artiste, parce que on ne parle ce soir que d'une partie de ma vie, mais je fais beaucoup de choses, une fois de plus. À l'époque, d'ailleurs, j'avais repris mes études en maîtrise de philo à temps partiel. En fait, je me suis dit, OK, je vais au moins poser des questions sur la photographie. Comme ça, au moins, je vais raccrocher un peu les wagons. Ce qu'on va peut-être préciser tout de suite, c'est que là, on ne parle pas d'IA générative dans le sens où on ne crée pas des images avec un prompt. On n'est pas du tout sur cette... et c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA et de photo, on a l'impression que c'est pour créer des images. Or là, il n'y a aucune photo dans cet ouvrage qui est créée par une IA. Voilà, et du coup, on va y venir. Donc, pour vous dire, parce que je trouve ça toujours intéressant, peut-être, je ne sais pas, vous nous direz, n'hésitez pas à participer. Ce qui est assez rigolo dans l'histoire, c'est que du coup, j'ai donc écrit ce livre de 350 pages, écrit. J'ai posé donc des questions à la machine, en effet, sur les photographes qu'elle me disait être les plus connus mondialement. Donc, elle a établi une liste. Et cette liste m'a pas trop plu, parce que, il y avait pas beaucoup de femmes. Il y avait pas beaucoup, il n'y avait pas une diversité en termes de pays, voilà. Enfin, il y avait grosso modo 90% des noms qui m'ont été donnés, c'était des hommes américains. Voilà. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Donc c'était la première question. Bon, donc ça m'a pas plu. Donc voilà. Donc
j'ai challengé la machine, etc. Et donc, j'ai fini par écrire cet ouvrage de 350 pages et je l'ai envoyé via un PDF, parce que je trouve l'histoire est magnifique, parce que c'est une histoire de rencontre, en fait, comme souvent dans la vie. Moi, je crois beaucoup aux rencontres. À un éditeur, qui est Jean Boîte, voilà, via un mail, tout simplement, comme dans le bon vieux temps, j'ai envie de dire. Donc, les contes de fées, ça existe encore. Il m'a dit, qui êtes-vous? Ce truc est génial. Venez dans mon bureau demain. Oh, ok. Bon, parce que j'avais l'impression que c'était un peu une blague. Enfin, je me suis juste amusée, quoi, au départ. Enfin, c'est très nietzschéen, cela étant dit, de s'amuser si on fait de la philo. J'y suis donc allée. Il me dit, bon, j'ai failli pas ouvrir votre PDF parce que vous m'aviez même fait la couverture, etc. Alors, c'est le truc à pas faire pour un éditeur et tout. Bon, je dis OK. Il me dit, mais surtout, l'idée est très bonne, mais ça n'a pas de sens si on ne s'appuie pas sur la collection d'une grande institution muséale. Donc, il faut le faire avec un musée. Moi, vous imaginez, j'envoie mon PDF, je dis, bah, évidemment, c'est tout à fait... Non, bah, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, j'ai failli éclater de rire. Et puis, j'ai dit, bah, j'ai repris mon sérieux, là. Je me suis dit, ah, bah, évidemment, bien entendu, c'est tout à fait ce que j'avais en tête. Bon, donc, sur ce... plus de nouvelles. Bon, là, je me dis, bah, c'est normal. Hein, ça me paraissait un peu trop beau pour être vrai, cette histoire. Et puis, un mois plus tard, alors là, je ne dirai pas le nom, il me dit, j'ai contacté telle personne qui n'était pas très intéressée. Puis, 2 mois plus tard, il me dit, nous avons rendez-vous avec Simon Baker, directeur de la MEP. Et peut-être, alors je ne sais pas si Aurélie va peut-être dire, c'est une bonne transition, va peut-être lire l'intro du livre qui a été préfacé du coup par Simon. Est-ce que Simon a pensé de plus ou moins de moi et du projet la première fois que je suis rentrée dans son bureau, parce qu'il l'a dit avec beaucoup d'honnêteté dans la préface, que je trouve génial, et je peux pas le remercier assez, d'abord de la confiance qui m'a été donnée d'être accueilli par cette grande institution. Et puis aussi, je tiens à lui rendre hommage, il n'est pas là aujourd'hui, par Pascal OL, qui est le directeur des collections de la MEP, qui est un homme remarquable, érudit, et à qui, donc, qui était présent à cette première réunion, avec qui on dit, nous allons faire une réunion avec Anne Massal. As-tu déjà entendu parler d'elle? Non, qui n'a pas de diplôme en histoire de l'art et qui va donc être accueilli peut-être par toi pour faire un livre sur les collections, et en plus avec l'intelligence artificielle dont on connaît la capacité à évidemment toujours dire vrai, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà juste le début de l'introduction de Simon Baker, qui raconte un petit peu comment le tout début du projet. Lorsque David Desrimé, des éditions JBE Books, m'a expliqué pour la première fois le projet d'Anne Massal d'interroger ChatGPT sur des œuvres de la collection de la MEP, j'étais extrêmement sceptique. Quel directeur stupide, me suis-je dit, aiderait une artiste à réaliser un livre sur un musée de la sorte? J'avais l'impression qu'un tel projet se ferait sous le manteau, sans crier gare. Mais l'intelligence artificielle était dans l'air, pour ainsi dire. Comme de nombreux autres conservateurs et directeurs de musées, j'avais été régulièrement interrogée par des collègues et surtout par les médias sur l'impact potentiel de l'IA sur le monde de l'art, même si c'était principalement en termes de production d'images. L'IA va-t-elle rendre les artistes obsolètes? Je m'arrête ici, juste pour dire donc il était très sceptique. Pascal Loel l'était un peu moins, il était un peu plus enthousiaste. Et surtout, au passage aussi, les artistes et les ayants droit des images qui ont été utilisées étaient aussi partants. Ça, on y reviendra peut-être aussi. Oui, ça c'est une histoire générale, voilà. Mais on ne le savait pas. À ce moment-là, voilà, je le dis juste au passage pour que ce soit dit, mais on y reviendra. Donc voilà comment a été accueilli le projet au départ. Et donc Anne Massal a pu convaincre notre directeur de continuer le projet. Donc c'est vrai que c'est un très bon point, qu'une de ses réactions premières et son enthousiasme a été dû au fait que le travail était un travail sur le texte et non pas sur l'image, et sur un questionnement, une démarche, comme vous l'avez compris,
maïeutique, philosophique, un regard sur les collections. D'ailleurs, dans la suite de la préface, il explique qu'il s'est dit, bon, finalement, il n'y a pas, je perdrais pas grand-chose à ce qu'Anne, à minima, me fasse une sorte de recensement d'une sorte de connaissance moyenne de l'IA sur les collections. Voilà. Alors, donc, du coup, j'ai bénéficié de cette résidence. Et en fait, ce qui a été assez extraordinaire, alors, je vais passer. D'abord, c'est mon parti pris, pour revenir un peu à des références photographiques. C'est les seules réponses intéressantes sont celles qui détruisent les questions. Donc, Suzanne Sontag. Je suis pas sûre que toutes les réponses qui sont fournies dans le livre détruisent nécessairement les questions, mais en tout cas, moi, j'ai eu à cœur à travailler beaucoup mes questions. Et je crois que c'est ça la démarche principale du livre, qui est de dire que pourquoi aussi on s'est rencontré avec Aurélie, c'est parce que j'ai passé des heures dans cette bibliothèque, que d'ailleurs je ne connaissais pas auparavant, et qui est un trésor, un vrai trésor. Non, mais c'est vrai, c'est pas. C'est très bien dit. Parce que évidemment, la deuxième crainte, c'était pas juste que la MEP m'accueille, mais c'était qu'évidemment, il allait falloir demander l'accord de chacun des artistes que j'ai choisi pour être dans le livre. Donc le livre, en fait, a 25 interviews. On va en voir quelques-unes. Donc, j'ai dû choisir d'abord ces 25 artistes. Donc ça, c'est important. Ça n'est pas l'IA qui a choisi ces 25 noms dans la collection de la MEP, parce que j'avais des petits doutes sur, comme je vous disais, et c'est d'ailleurs pourquoi je me suis intéressée à l'IA, c'est parce que j'ai envie de comprendre un petit peu mieux ce qui se trame. Alors, avec mes petits moyens, hein, je ne suis pas une ingénieure de formation, etc., mais je préfère quand même comprendre un peu ce qui est en train de nous arriver que de m'en distancier totalement. Donc déjà, les choix arbitraires qui avaient été faits sur les photographes les plus connus dans le monde, etc., ça ne me convenait pas trop. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai décidé de choisir ces 25 artistes. Et je dois dire que c'est là que j'ai plongé dans les collections de la MEP, et je dois remercier à nouveau la MEP. Tout ça n'est pas scripté parce qu'ils m'ont vraiment laissé choisir. Donc, ils ne m'ont pas imposé leur agenda, que tous les musées, je suppose, en ont, de dire « Ah, bah, ça serait bien peut-être, Anne, que tu choisis tel ou tel artiste parce qu'on ne la met pas ou on ne le met pas assez en avant. » Non, pas du tout. Et donc, vous verrez dans le livre que du coup... alors ça, c'est autre chose. Voilà, c'est le sommaire du livre. Donc, ma sensibilité, déjà, s'exprime évidemment dans ces choix. Donc, j'ai choisi 12 femmes, 12 hommes et un couple. Voilà. Et ça, j'ai pas choisi 12 femmes pour choisir 12 femmes. Je tiens également à le préciser. J'ai choisi des femmes dont j'aime profondément le travail. Et je le dis aussi, comme tout musée actuel, ça a été un petit peu plus difficile parce que les femmes sont un petit peu moins représentées dans la collection historiquement. Pareil, en termes de nationalité, c'est 25, j'ai pas tous les pays du monde, mais j'ai essayé d'avoir, par exemple, un artiste d'Afrique du Sud. J'ai d'ailleurs découvert, c'est ce qui a suscité aussi, j'ai beaucoup appris pendant cette résidence, par exemple, la complexité quand on choisit un artiste africain parfois, et c'était l'artiste qui a été choisi finalement, qui est Peter Hugo, n'était pas mon premier choix, la complexité de potentiellement avoir accès aux ayants droit pour leur demander leur accord dans la reproduction de l'image. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en Afrique souvent se disent être les ayants droit. Donc voilà, donc il y a eu en fait pas mal de complexité déjà dans le choix de ces artistes, et je dois dire que le plus gros compliment qui m'a été fait, c'est quand
Pascal qui m'a accueilli, d'ailleurs avec aussi Frédéric d'Olivet, je tiens aussi à la mentionner, qui est le bras droit de Pascal dans leur bureau. C'est vrai que le premier jour, je suis arrivée, j'ai dit « Alors, c'est quoi les 25 noms ?» J'essaie de m'intégrer, vous voyez, parce que j'arrive, je les connais pas, je vais travailler avec l'IA, je vais raconter peut-être des bêtises sur leur collection. Je dis « C'est quoi les 25 premiers noms qui vous viendraient à l'esprit ?» Il me dit « Non, mais non, on ne travaille pas comme ça, évidemment, c'est bon. » Et bon, alors je me suis dit, bon, ma blague était pas super, etc. Bon, d'accord, donc je vais travailler avec ça. Et quand j'ai montré ma première liste à Pascal, il m'a dit, Anne, respect. Parce que lui, évidemment, il a tout de suite vu qu'il y avait 12 femmes, qu'il y avait 12 hommes. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, je vous l'explique parce que peut-être que vous, juste en voyant le livre rapidement, vous vous rendrez pas compte tout le travail qui justement n'est pas celui de la machine. Et c'est un peu aussi l'objet, je crois, de ce dont on va discuter aujourd'hui, que j'ai effectué en amont. Donc voilà, donc il y a évidemment le Japon qui est représenté, l'Iran également, la Chine, l'Ukraine. Bon, j'ai tout ça pioché dans les collections, sachant que de mémoire, si ma mémoire ne me fait pas défaut, parce que dans la résidence, Aurélie, dites-moi, je crois qu'il y a 400 artistes, pour vous donner une petite idée, et donc j'en ai choisi 25. Donc ça vous donne une petite idée. Et ensuite, évidemment, certains artistes, ils ont une image, 2 images, d'autres, ils ont des dizaines d'images. Donc ensuite, il a fallu choisir l'image. Voilà. Une fois que ce travail a été effectué, je suis donc passée au travail d'écriture. Et donc, le travail, donc ça c'est le premier artiste qui est dans le livre, Araki. En fait, à nouveau, donc le texte que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est un texte qui a été écrit par moi, qui explique un petit peu pourquoi moi j'ai été touchée par cet artiste, pourquoi moi je l'ai choisi. Donc là, c'est à nouveau pas encore l'intelligence artificielle. Et ensuite, donc là, il y a Coco Capitane, voilà, c'est le même principe, Larry Clark, vous en voyez plusieurs, vous en voyez pas, Et on peut dire aussi peut-être qu'il y a un mode d'emploi aussi pour comment lire justement comment la première juste avant vous avez un mode d'emploi puisque vous voyez que toutes les têtes de chapitre sont de la même manière, hein. Donc avec le nom du photographe de la MEP, hein, le petit texte donc Anne a rédigé elle-même toute seule sans intelligence artificielle, la photo donc en face. Et en bas, la mention de la petite mention de la légende. Et les pages suivantes sont donc l'interview avec l'IA. Voilà. Donc ensuite, pour donner cet exemple, puis après je vais laisser Aurélie peut-être aussi dire un petit peu elle ce qui lui a paru intéressant. Si je prends l'exemple de Franco Fontana, du coup. Bon, moi, ce qui me marque personnellement dans cette photo, qui me rappelle un road court, en tout cas, c'est une des images que j'aurais de manière immédiate et spontanée en voyant cette photographie. Je me suis dit, bon, alors, quelle question je me pose sur cet artiste que je ne peux pas trouver dans la fameuse formidable bibliothèque, par exemple, et que l'IA peut me donner. Et donc, en fait, je me suis dit, c'est plutôt une photo joyeuse pour moi. Et j'avais pas envie d'une interview de l'IA très intellectuelle sur ce photographe. Donc, j'ai dit, est-ce que tu pourrais m'inventer des cocktails italiens, puisque Franco Fontana est italien, que je pourrais siroter en regardant cette photographie. Et donc, du coup, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il a réponse à tout. Donc, il vous donne forcément une solution à votre problème. Le silence John Cageien n'existe pas avec ChatGPT. Et donc, il m'a fait ces cocktails. Alors, il faut aussi savoir que il m'a pas pondu cette liste de cocktails du premier coup. Et ça, ce qui est aussi important que vous sachiez, c'est que pour chaque question posée, j'ai lu 4-5 livres sur chaque artiste.
pendant des heures. Si la réponse ne me plaisait pas, j'ai posé une autre question, etc. Donc là, il y a eu un peu de travail, par exemple, sur le titre des cocktails. Et alors là, on l'a pas en entier. Je pensais qu'on l'avait dans son intégralité. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à la fin de cette interview, il me dit « Attention à toi, je ne les ai jamais testés dans la vraie vie. » Donc, je peux vous lire là. Essaye-les quand même. Je peux vous lire la conclusion. Donc, il y a la question là, que vous voyez à l'écran. Les 5 cocktails créés à partir des couleurs. Hein, et la fin, donc selon l'IA, rappelons-nous que ces recettes ne sont que des concoctions imaginaires inspirées par les couleurs de l'image et qu'elles n'existent dans aucun livre de cocktail. Si vous décidez de les essayer, il se peut que vous ayez à ajuster les ingrédients à votre goût. Profitez-en toujours de façon responsable. L'IA est toujours très sage, on va le voir. Voilà, donc ce texte est assez humoristique, on va en voir d'autres. Chaque texte est complètement différent et je crois que ça c'est vraiment important. Et donc une fois que j'ai écrit les textes, il a fallu évidemment les envoyer aux artistes pour leur demander leur accord. Et là, il y a eu une sorte d'angoisse, collective, puisque la MEP, ça y est, s'était quand même un peu engagé à m'accueillir. Bon, mon éditeur, lui, il s'était quand même aussi engagé à publier cet ouvrage. Donc, on avait tous bien envie que les artistes disent oui, et pas que on aurait pu penser, vous dites non, on va aller voir un autre artiste. Ce qui est extraordinaire, et je tiens à le dire et ce qui a bluffé tout le monde, et moi ce qui m'a fait le plus une des choses qui m'a fait le plus plaisir, d'ailleurs que Simon a très bien également souligné dans sa préface, c'est que tous les artistes ont dit oui. Donc c'est extraordinaire. Enfin, on s'attendait pas à ça, on pensait que bon. Et par exemple Franco, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des artistes qui ont dit oui immédiatement. C'est le cas de Franco et il a même dit qu'il allait les essayer et qu'à son prochain vernissage, il allait servir ça à tout le monde. Donc, si vous allez à un de ces vernissages, attention à ce que vous pourrez y boire. Et il y en a d'autres, et ça aussi, ça a été passionnant, qui avaient des questions sur ce texte ou des commentaires. Et donc, dans ces cas-là, on m'a mise en relation avec ces artistes. Et je sais pas du coup si... Non, on peut continuer. Ouais. Du coup, on peut peut-être... Je pense à Esther Ferrer, mais on peut parler de quelqu'un d'autre parce que je trouve que c'est aussi intéressant sur d'autres aspects. Donc, comme vous le voyez, les questions abordées, ça va. Donc là, on vous a donné l'exemple culinaire sur les cocktails, mais ça va aussi bien de questions philosophiques, puisque vous avez compris que Anne Massal est quand même un petit peu intéressée par la philosophie. Ça va aussi, interroge aussi le marché de l'art, ça interroge le médium photographique. On a aussi des petites scénettes avec Laurel et Hardy ou les Simpsons aussi. Enfin, c'est très, très, très varié. Pour chaque image, chaque photographe, l'interaction avec l'IA, l'interview de l'IA au sujet de l'image va prendre des formes totalement différentes. C'est ça que je trouve très intéressant et très, très passionnant. Ouais, c'est un cheminement philosophique dans le sens où, donc, par exemple, Esther Ferrer, je ne connaissais absolument pas son travail. Et Esther, je le dis dans le texte, je l'ai découvert justement dans la bibliothèque de la MEP, voilà. Alors, nimbé d'un silence à nul autre pareil, Aurélie. Donc, en fait, Esther n'a pas beaucoup d'images dans la collection, peu. Et vraiment, j'ai vu cette image et elle m'a arrêtée. Bon, on peut comprendre pourquoi. C'est une image qui interpelle. Du coup, par exemple, le procédé que j'ai utilisé pour cette image, je me suis dit, tiens, je vais rentrer cette image dans la machine et je vais demander à la machine, que voit-elle ? Et ça, c'est la première question de cette interview et on la lira peut-être. Et donc, elle voit une forêt, un buisson, etc. C'est assez abstrait. Et du coup, ensuite... Donc, je ne connaissais pas Esther. Je me suis dit, je sens qu'Esther, il y a du potentiel. On peut y aller franco. C'est une féministe, pour ceux qui connaissent peut-être pas son travail, assez engagée, qui fait de la performance. C'est pas une photographe, Esther Ferrer. C'est aussi important. Et je trouvais justement que c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui ait une sorte d'approche
un peu plus plasticienne, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui ne vient pas purement de la photographie à 100%. Et donc, j'ai imaginé une discussion entre Esther avec Sigmund Freud. Donc, l'IA se prend pour Sigmund, Esther s'allonge sur le divan, et là, l'IA analyse son œuvre comme le ferait. Bon, alors, elle a reçu le texte, vous imaginez, il faut quand même. Voilà. Et là, Simon me dit Esther veut te parler. Moi, je me dis c'est assez sûr, ça va être un peu compliqué à négocier. Et alors là, je ne sais pas si on peut lire, je ne sais pas quel passage on peut lire, mais je peux vous expliquer une ou deux questions, et après, je vais expliquer ce qui, elle, lui a posé problème. Et c'est peut-être pas ce qu'on croit. Alors, quel passage? Peut-être la fin ou n'importe. Ouais. Alors, donc je prends la fin de l'entretien. C'est trop beau pour être vrai. Peux-tu faire un dernier diagnostic de ma psyché? Chère Esther, dans votre discours et à travers votre art, on discerne une psyché vibrante de tensions créatives, aux prises avec les dualités de la structure et de la libération. La décision consciente de préserver et de détruire des éléments de votre passé suggère une interaction dynamique entre le désir d'autodéfinition et l'impulsion de transcender les limites. Votre pathologie, si l'on peut oser la définir ainsi, ne réside pas dans le désordre, mais dans la quête éternelle de l'artiste pour l'équilibre entre le chaos de la création et l'ordre de la conscience de soi. Votre dévoué analyste pour toujours, Sigmund Freud. Donc voilà, donc Esther reçoit ça. Et Esther me dit, avec elle a un accent espagnol extraordinaire, etc. Je crois qu'Esther, je ne crois pas me tromper, je pense qu'elle a 87, 83, 87 à peu près. Oui. Et elle me dit, mais moi, je m'intéresse au nombre premier, Anne. Je dis, ah super, je m'appelle, bonjour Esther. Elle me dit, alors j'ai aucun problème à ce qu'on raconte des conneries sur mon œuvre. Il faut le préciser. Par contre, chacun dit ce qu'il veut. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que dans une de vos questions, vous racontez que j'ai détruit toutes les lettres de John Cage, avec qui... ça me gêne. Alors, je lui dis, Esther, je comprends tout à fait. Alors moi, je parle aux artistes et je veux qu'ils disent oui, évidemment. En plus, donc j'ai cette pression, et puis c'est en 5 minutes que je dois les convaincre de mon affaire. Et je lui dis, je comprends tout à fait votre point de vue. Je suis juste un peu embêtée parce que je tiens à vous préciser que, ne vous connaissant pas, c'est une information que j'ai trouvée dans un livre de la bibliothèque de la MEP, dans une interview que vous aviez donnée. Donc, j'ai pensé que cette information était véridique. Elle me dit, cette information est véridique, mais je ne tiens pas nécessairement à ce qu'elle circule, parce que sinon, on va croire que toute ma carrière et le début de ma carrière artistique est lié à ma rencontre avec John Cage. J'ai pas nécessairement envie Moi, j'accepte ce que vous êtes en train de faire, mais je veux pas forcément nommer d'autres personnes, etc. Et là, tout de suite, je dis, aucun problème. Comme une fois de plus, la machine a réponse à tout. Moi, je voulais juste la nourrir avec un fait personnel, puisque quand on va chez le psychanalyste, on dit j'ai mangé de la salade aujourd'hui et j'ai vu mon père. Et là, il vous explique, voilà, c'est ça votre problème. Donc, moi, j'essaie un peu faire de la même chose avec la machine. Donc, si vous voulez pas comprendre l'exemple de John Cage, aucun souci, Esther. J'ai vu dans l'email que vous m'avez adressé pour qu'on se parle au téléphone, votre adresse. Elle avait mis son adresse comme chacun fait dans... Vous voyez, je vais lui dire ça. Et elle va me trouver une corrélation comme elle l'a fait. Oh là là, Anne, vous gardez John Cage dans le livre, s'il vous plaît. Vous n'écrivez pas mon adresse personnelle dans votre livre qui va être diffusé partout. Tout le monde va venir faire la queue devant chez moi. Et là, fou rire commun,
parce que vous voyez, c'est le premier truc mais j'ai essayé de la convaincre avec, voilà. On a rigolé. On est devenus extrêmement amis avec Esther. Depuis qui d'ailleurs est venue pour le lancement du livre faire une conférence, qui a accepté de faire un duo avec moi. Et juste dans le prolongement du livre, cette année, j'ai été commissionnée par l'UNESCO pour une mission artistique sur le fait de produire une œuvre en lien avec l'intelligence artificielle et pour la paix dans le monde. Vous allez me dire bonne chance et j'en ai besoin, allez-y. Et il se peut qu'on retravaille avec Esther et c'est une rencontre en tout cas formidable que ce livre a permis. Et du coup, la question sur John Cage est restée. Exactement. Alors, je voudrais aussi peut-être montrer celle de Sarah Moon. Alors, par contre, je crois que j'ai pas l'image, donc je sais pas si du coup vous pouvez en même temps, pardon, de vous mettre à contribution, Aurélie. Et on peut lire. On voit de loin et en fait, ouais, mais on comprend le principe. Et en fait, si on lit la question. Du coup, ah oui, non, je voulais qu'on voit le texte, pardon. Alors, je vais vous lire le non, pas le mien, pas celui-ci. Non, qu'on voit. Ouais, c'était ça que je voulais qu'on montre, pardon. Et du coup, ouais, exactement. Voilà, on va expliquer la question. Vous voulez que je le lise ou je peux le lire? Ouais. Donc, la question posée à l'IA sur cette photo de Sarah Moon. Dans le catalogue Now and Then, publié à l'occasion de son exposition à la Maison de la photographie de Hambourg, il y a une interview de Sarah Moon réalisée par José Szydlowski. Il commence par dire « La première question qui me vient à l'esprit à propos de votre travail, point de suspension. » Ce à quoi Sarah répond « Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai un problème avec les questions. » Alors, je vous arrête. Donc ça, c'est moi, évidemment, qui parle. Donc, vous voyez les recherches. Donc là, tout est vrai, tout est factuel. Et moi, je ne connais pas personnellement Sarah, donc je me renseigne avant de créer quelque chose sur elle, à nouveau, avant qu'on lui demande l'accord sur le texte. Donc, je tombe là-dessus, par hasard. Donc, Sarah répond « Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai un problème avec les questions. Elles me mettent sur la défensive, surtout celles qui utilisent ma biographie comme une anecdote pour expliquer mon travail. C'est délicat de savoir cela et de te poser des questions sur Sarah. D'autant plus que tu pourrais avoir des hallucinations. » Donc, parenthèse, l'IA a des hallucinations quand elle invente des choses qui n'ont pas de sens. « Je préférerais adopter une approche plus méditative. Pourrais-tu rédiger une histoire sur sa vie et en faire un calligramme en forme de lune? De cette façon, les lecteurs pourront choisir de s'y plonger dans le texte ou de la contempler. » Donc là, vous allez la contempler de loin, puisque voilà la réponse. Donc un calligramme en forme de lune, avec le texte donc, qui répond à la question. Du coup, Sarah veut me parler. Donc je me dis, bon, bah ça va pas lui plaire. Et là, mon portable sonne à 23h, je crois. Bonjour, c'est Sarah. Sarah Moon. Ah, bonjour Sarah. Et là, super échange. Parce qu'elle me dit, enfin, vous avez tout compris à mon travail, j'adore. D'ailleurs, on peut faire une édition limitée. J'adore cette lune. Donc, c'est une œuvre en tant que telle. Bon, moi, j'étais très émue. Merci. Mais j'ai un problème. Alors, je me dis, ça y est, la discussion commence. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à rédiger le livre en anglais. C'est important qu'après, il a été traduit. Et donc, Sarah parle parfaitement l'anglais. Et donc, la machine avait expliqué donc, dans cette lune qui lui a été envoyée telle que, en police 2. Donc, Sarah a tout lu. Parce qu'il y a des artistes qui ont dit oui. Je ne sais pas s'ils ont complètement lu tous les détails. Mais donc, ça vous donne aussi une idée de la rigueur de chaque artiste, la personnalité derrière, etc. Elle me dit, il y a 2 problèmes dans ce texte. Un problème est que l'IA parle de mon moniker, donc en anglais, qui, en fait, moniker, c'est un surnom, mais ça a une connotation un petit peu péjorative. On dirait en français un sobriquet, vous voyez? Justement, on ne dirait pas un surnom, on dirait sobriquet. Et elle dit,
Sarah Moon n'est pas un sobriquet, Anne. Donc je ne veux pas je sais que l'IA dit des bêtises, mais moi, ça ne me plaît pas. Je dis: «Aucun problème». Je vais dire, à l'IA: «Peux-tu me trouver un synonyme qui est-ce que ça vous convient?» Puis Sarah, je vais vous renvoyer le texte et on va voir si ça vous va. Donc vous voyez le niveau d'exigence de Sarah Moon extraordinaire. Donc c'était un de ces points, mais auquel elle tenait vraiment à cœur. Je lui ai donc envoyé 5 synonymes et elle a choisi en anglais celui qui lui convenait le plus. Et deuxième point plus fondamental et très rigolo, elle dit, et puis aussi, à un moment donné, donc dans la moitié du texte à peu près, comme la Lune explique un peu sa vie et son œuvre, en fait, la première version du texte, c'était quand Sarah Moon rencontra Robert Delpire, sa carrière se mit à exploser. Enfin, du genre. Et voilà, et Sarah me dit, bon, je sais, Anne, ce que vous voulez prouver avec votre livre. Je sais par qui c'est codé. Donc, Sarah, à nouveau aussi, très en pointe sur tout ce qui se fait. J'ai dit, oui, justement, j'ai des points de vue sur qui code ces machines, tous les biais que... Bon, bref. Elle dit, oui, oui, mais enfin, on va quand même un peu contrôler ça. Donc, j'étais déjà photographe, j'étais déjà extrêmement reconnue, je faisais déjà toutes les campagnes pour Cacharel, j'ai longuement parlé de ma relation avec Bob, mais j'aimerais quand même qu'on soit un petit peu plus factuel sur le fait que non, cette rencontre, voilà, ma carrière était déjà bien établie que ça. Donc, à nouveau, j'ai dit, tu ne crois pas que tu hallucinerais un petit peu? Et que, bon, voilà, et il y a à reformuler cette partie. J'ai resoumis le texte à Sarah, qui du coup, a donné son accord. Voilà. Je crois qu'à ce stade, vous avez peut-être une bonne vision de la diversité des approches, parce qu'on ne va pas faire les 25, etc. Puis en plus, sinon, vous n'aurez rien à découvrir si jamais d'aventure vous étiez intéressé par la lecture complète de l'ouvrage. Ouais. Non, mais on peut. Si déjà il y a des questions, si vous avez déjà des réactions ou des petites questions, on peut déjà faire en premier. Oui. Alors attends, il faut attendre le micro. Eric arrive avec le micro. Et oui, sinon on ne t'entendra pas dans la captation. Merci. Oui, merci. Déjà, c'est passionnant et c'est vraiment une aventure très originale. Ma demande, en fait, est le temps que ça prend pour déjà un ou une artiste, enfin un exemple, avec notamment dans le cadre de Sarah Moon, les allers-retours, etc. Alors, il y a, en fait, c'est vrai que Aurélie disait que j'ai passé 3 mois à la MEP, j'ai passé un peu plus que ça. Pour être très honnête, j'ai quasiment passé, bon après, pas de manière forcément intensive, mais ça s'est à peu près étalé sur 1 an, le projet. Donc, on va dire de A à Z, sachant qu'avant, comme je vous l'expliquais, j'avais déjà rédigé ces 350 pages, certes pas sur les mêmes artistes, mais je m'étais déjà bien familiarisée avec la machine et on y viendra sûrement peut-être à la fin sur comment poser les questions pour obtenir des choses plus ou moins intéressantes, sachant que ça évolue aussi tout le temps. Il y a des manières de la faire dérailler plus facilement, peut-être, pour lui faire dire des choses plus controversées ou pas. Mais la façon dont on a travaillé, et ça a été la pression que j'ai eue, c'est que on a choisi d'envoyer les textes au fur et à mesure de leur rédaction. Pour des questions de timing, justement. Donc, j'ai même pas pu rédiger tout le livre de A à Z, me poser, le revoir. En fait, dès qu'il y avait un texte qui était finalisé, donc j'ai commencé A, B, C, D, comme ça. Enfin, j'avais ma liste des 25, mais après, j'ai le premier que j'ai rédigé, c'est celui sur Araki. Simon, à chaque fois, et avec Aden, Vincent Do qui l'épaule, a écrit lui-même
pour demander l'accord avec l'image. Et ensuite, on attendait, enfin, pendant que moi, je faisais la rédaction d'un autre texte, on attendait d'avoir l'accord, etc. Parce qu'il fallait, on ne peut pas dire aux artistes, vous avez 48 heures pour répondre. Certains artistes, et peut-être qu'on en parlera, parce que j'aimerais quand même aussi parler des artistes morts dans cet ouvrage. Parce qu'imaginez-vous faire ce que j'ai fait avec Esther Ferrer, qui est vivante. Et imaginez quand j'ai fait parler William Klein et qu'on a demandé à son fils d'accepter que je fasse parler son père mort parce que c'est ce que j'ai choisi. La responsabilité qui n'est et parce qu'en fait, ce qu'il y a aussi, ça me permet de dire ça, hein, donc merci pour cette question. Les accords ont été beaucoup plus faciles et ça, moi je m'y attendais pas non plus avec les artistes vivants qu'avec les ayants droit. Et mais ça, c'est souvent le cas. En gestion de droit, c'est toujours comme ça. Voilà, donc pour William Klein, j'aimerais en parler parce que vraiment, ça a été aussi une histoire incroyable pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le studio Klein et l'équipe qui gère justement tous les states. Ouais, on va la mettre exactement. Ouais, tout à fait. Et on va. Et peut-être qu'il faut peut-être lire le début aussi. Donc première question, donc sur William Klein, sur cette image-ci. Je voudrais que nous fassions un jeu de rôle. Imagine que je suis Polymagou et que tu es William Klein et que je t'interviewe pour un magazine de mode. Commençons. Qui es-tu, William ? J'en profite pour noter aussi, puisque c'était la même chose avec Esther Ferrer, donc vous n'allez peut-être pas voir d'ici, mais il y a un petit encart entre la question qui est écrite en gras et la réponse de l'IA, qui mentionne, attention, à partir de maintenant, l'IA fonctionnera comme si elle était William Klein. Veuillez noter que des erreurs peuvent se produire. Il y a toujours ce petit avertissement, je trouve que c'est intéressant qu'il y soit, puisqu'il n'y est que dans ces cas-là où, pour être sûr, pour lever toute ambiguïté malgré tout. Il a été ajouté justement dans la négociation. À la demande, ça n'a pas été le cas pour Nathalie Weiss, qu'on verra à la fin. Enfin, pardon, Sabine Weiss, n'importe quoi. J'ai une amie qui s'appelle Nathalie Weiss, c'est pour ça que je tiens. Et justement, ça fait partie de cette négociation. Donc, il y a eu un grand enthousiasme justement des gens qui gèrent le studio. Et son fils était moins enclin au départ. Et vous pouvez imaginer pourquoi. Tout simplement, son papa, est-ce que vraiment on a envie de faire l'humour là-dessus voilà. Et en même temps, c'est continuer à le faire vivre dans... Ouais, voilà. Et finalement, c'est un texte où il y a eu beaucoup de discussions, qui a finalement été très peu modifié parce que la question n'était pas tant sur la nature du texte que j'avais produit que sur la démarche en tant que telle, qui était est-ce qu'on a envie ou pas de participer au projet. Et là, ce qui s'est passé aussi, comme pour d'autres artistes, c'est qu'après, il y a eu un moment aussi où le projet a basculé, parce que quand certains artistes avaient des doutes et que on arrivait à peu près à la moitié du livre, moi aussi j'avais plus de confiance. Et il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient dit oui. Et donc, mais qui a dit oui? Ah, un tel a dit oui, un tel a dit oui, un tel a dit. Il y en a aussi qui ont dit, comme Dunningham Cumming, qui a écrit un texte d'une page en disant cette fille est géniale en parlant de moi, il faut que je la voie. Bon. Donc, il y a aussi, ça a beaucoup aidé aussi. J'ai bien répondu à votre question, c'est un peu long. On est rendu beaucoup plus loin, mais c'est super. D'autres questions, on continue? On peut continuer. Peut-être parler un peu plus des questions ou... Alors... Je pense que le livre est en partie là-dessus, mais au final, quel biais vous avez mis à la fin du livre et à la fin de ce projet ont surgi
Quels sont les biais de la machine, en fait, par rapport à votre projet? Alors, il y en a beaucoup. Il y a, la machine a évolué d'ailleurs depuis, mais c'est extrêmement sexiste, bon, clairement. Ensuite, ça a mis en exergue également le côté extrêmement américain, puisque cette machine se base sur des sources majoritairement américaines. Donc, la conséquence de ça, c'est quand on lui pose la question de savoir, par exemple, ça c'est assez drôle, et elle a accepté aussi, et je la remercie, elle est où? Voilà, elle est là. Je dis, question toute simple, hein, qui est R. Dijkstra? Réponse de la machine. C'est un scientifique américain qui a codé les IA. Et donc, en fait, pour information, ce scientifique américain, son prénom, c'est E. Dijkstra, c'est même pas R. Edster W. Dijkstra. Voilà, donc je lui dis. Informaticien néerlandais, il est néerlandais. Voilà, pardon. Mais computational scientist, bon, c'est la traduction française, mais pardon, merci beaucoup. Et du coup, je dis, tu crois pas que tu hallucines un peu là, enfin, voilà. Donc, et bon, là, il se trouve que je savais que sur des artistes un peu moins connus, les bases de données sont beaucoup plus oui, il y en a moins, donc les potentialités d'erreur sont plus élevées statistiquement, puisque de toute façon, la réponse qui est donnée par l'IA, comme vous savez, c'est une méthode probabiliste, donc c'est la réponse la plus probable. La réaction de l'IA est assez intéressante ici. Je peux juste te bien dire sûr. ce passage. Donc, j'aimerais te parler de R. Dijkstra. Que peux-tu m'en dire? Donc là, c'est la première réponse, c'est ce que Anne vient d'expliquer, où l'IA répond que c'est Edster W. Dijkstra, informaticien néerlandais connu pour ses contributions dans l'informatique, etc. Je ne vous lis pas toute cette réponse. Du coup, question de Anne. En tant que machine conçue par des geeks dans la Silicon Valley où les algorithmes règnent en maître, il est compréhensible que le premier nom que tu aies trouvé soit Edster. Cependant, je faisais référence à R. Dijkstra, plus précisément Rineke Dijkstra. Peux-tu me faire un portrait chinois d'elle pour moi? Réponse de l'IA après qu'on lui ait pointé son erreur. Toutes mes excuses pour ce malentendu. Rineke Dijkstra est une photographe néerlandaise contemporaine connue pour ses portraits fascinants, souvent caractérisés par une représentation intime et sans filtre de ses sujets, etc., etc. Il y a toujours la façon, je trouve ça toujours intéressant, de comment l'IA se reprend quand on lui dit non, attends, c'est pas ce que je voulais dire, est-ce que tu peux préciser, etc. Et je trouve que c'est un assez bon exemple là, de comment ça rebondit. Et du coup, en ce qui concerne Bella Kolarova, que j'ai découverte également dans les collections de la Met, qui a été une très belle découverte pour moi. On a mis un peu de temps d'ailleurs à trouver les ayants droit. Et j'ai commis une erreur dans mon texte. Et le problème est que il y a peu de documents, par exemple, sur cet artiste. Et ce que le projet m'a appris aussi, c'est que c'est terrible parce que même quand vous voulez bien faire, tout est lié maintenant où trouver la bonne source d'information. C'est bon, on est dans une guerre de l'information, de toute façon, je pense qu'on en est tous conscients. Mais même à la bibliothèque, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages sur elle, etc. Donc, j'avais cherché en ligne, sur Wikipédia, des choses. Elle n'a pas sa page vraiment officielle. Donc, du coup, d'ailleurs, je dois aux ayants droit, je leur ai promis de faire sa page. Mais c'est aussi toute la perversité du système. C'est-à-dire que vous n'y êtes pas. Du coup, ça donne lieu à toutes les hallucinations possibles puisque la machine absorbe ce qu'elle peut trouver. Et évidemment, on parlait aussi du fait que quand on arrive aussi sur des... ça, c'est plus quand on lui fait produire
de la créativité. Parce qu'il y a aussi, je crois qu'on ne l'a pas encore assez dit peut-être aussi, ou je ne l'ai pas assez dit en tout cas, c'est qu'il y a aussi des choses qui ont été produites, selon moi, par la machine, qui sont vraiment intéressantes. Ça aussi, c'est quelque chose auquel je crois dans le côté positif. Des choses. On n'a pas parlé de la réaction de Baudelaire quand la photographie est arrivée. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote. Baudelaire s'est insurgé totalement contre l'arrivée de la photographie. Et donc là, évidemment, il y a beaucoup de gens qui... C'est un peu la même réaction, je trouve, qu'on observe. Et il y a un magazine là, qui vient de sortir qui est assez bon et qui dit, oui, les gens s'insurgent aussi parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait à date, et notamment d'un point de vue des images, et ça c'était le début de la conversation, mais maintenant je m'amuse évidemment avec les images, vous vous en doutez, mais aussi avec les textes, ben, c'est parce que les questions qui sont posées, c'est un peu d'ailleurs l'objet du livre, ben, c'est toutes les mêmes et elles ne sont pas très créatives en fait. Donc la machine c'est un miroir aussi un peu. Hein. Donc comment on arrive à lui faire créer, c'est qu'un outil. Donc, comment on arrive à se servir de cet outil pour faire des choses intéressantes? Bah, c'est pas facile. Et il y a encore des artistes qui, à mon avis, justement, moi, j'aimerais que plus d'artistes, justement, qu'on ne se laisse pas peut-être que tout ne soit pas code, qu'il y ait des artistes qui s'en emparent, qui n'en aient pas peur pour pouvoir produire avec des choses intéressantes. Ça me fait penser, c'est un peu hors sujet, mais ça me fait penser à la mode là, des starter packs que vous avez peut-être entendu parler, où vous pouvez créer, là pour le coup c'est de l'IA générative, c'est-à-dire vous créez votre effigie à la façon d'un petit jouet sous blister. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ça si vous êtes sur les réseaux sociaux. Et donc il y a plein de gens, dont moi, oui je l'ai fait, qui ont fait leur petit starter pack parce que c'est rigolo, c'est facile à faire, etc. Et vous avez eu en réaction tout un tas d'illustrateurs, donc de dessinateurs, qui ont eux aussi fait leur starter pack, mais à la main. Et qui ont fait, souvent, ils ont rajouté, griffonné un petit IA barré, en disant, ben voilà, nous on est artistes, on crée avec un crayon et de la peinture et je ne sais quoi. Et du coup, ça a généré de la créativité. À la fois le côté IA, où il y a des gens qui se sont amusés, et le côté illustrateur, dessinateur professionnel, qui ont tordu le cou à cette idée et qui ont aussi créé autre chose de leur côté. Quoi. Et justement, en parlant de créativité, donc on disait qu'il y a aussi les moments où l'IA, on lui laissait le champ d'inventer des choses. On a vu qu'il y avait un calligramme, il y a un poème, il y a une séance de méditation guidée, il y a une petite séquence d'humour avec l'image de Sabine Weiss. Est-ce qu'on peut peut-être parler un petit peu de ce côté créatif, c'est-à-dire où on n'essaye pas d'avoir un peu une explication de la photo ou du parcours du photographe, mais vraiment de laisser, un peu comme avec les cocktails au début, comment on peut vraiment laisser créer. Oui, alors, du coup, peut-être qu'en effet, Sabine, c'est sympa. Et justement, pour aller dans ce sens et dans la question, donc, cette année, je travaille sur IA, art et paix. Ah oui. Avec l'UNESCO, mais je travaille également sur un autre projet d'écriture sur Georges Perec. Et pour les amoureux de Perec, je pense que ça ne vous étonnera pas, parce que je pense que si Perec était encore là, il aurait joué avec cette machine. Voilà. Et donc, en parlant de créativité, ça reboucle bien sur l'écriture. C'était pas un livre d'écriture à 100%. Donc, j'ai pas joué... j'aurais pu jouer beaucoup plus, mais je voulais également que ce livre permette à des gens qui peut-être... qui est plein de niveaux de lecture. Donc, j'espère que les gens qui sont très pointus en photo, j'espère qu'Aurélie a appris quelque chose. Je croise les doigts. Peut-être pas, parce que vraiment, bon, voilà. Mais j'aimerais peut-être que vous qui vous connaissez peut-être bien la photo, il y a une ou deux anecdotes, par exemple. Est-ce que vous saviez qu'Esther Ferrer avait détruit toutes les lettres de... C'est vrai. Bon, voilà. Maintenant, vous le savez. Est-ce que c'est le truc le plus important? Je sais pas, mais il y a des choses, je pense que vous pouvez apprendre qui sont vraies. Et je voulais également susciter la curiosité d'un public peut-être également moins averti, pour qui découvrir peut-être de manière un peu plus ludique les collections de la MEP était aussi intéressant, et aussi évidemment mettre peut-être en avant
des œuvres dont on ne sait même pas qu'elles appartiennent à la MEP. Donc ça, c'était un peu l'objet. Mais du coup, effectivement, avec Sabine, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je trouve cette photo, elle est très, pour moi, elle est très gaie et elle me met un sourire aux lèvres à chaque fois que je la vois. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas convoquer toute la pop culture, toute la culture de mon enfance, la culture BD, justement, tous mes personnages, voilà, et leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils diraient en voyant cette photo. Et là, vous avez les prémices de ce que va être un travail beaucoup plus de créativité d'écriture, comme celui que je vais faire avec Pérec. Mais ça vous donne déjà un avant-goût, je pense. Je lis les questions ? Oui, alors après, je ne sais pas quels sont vos personnages préférés, Aurélie, on va le savoir ce soir. Vous préférez les Simpsons, Mafalda, Laurel et Hardy, je vous laisse choisir. Le principe, c'est que, donc à partir de cette image, je vais vous lire la première question et après je vous lirai peut-être d'autres réponses. À chaque fois que je regarde une photographie de Sabine, je souris intérieurement et comprends qu'on puisse la qualifier de photographe humaniste. Alors jouons, veux-tu ? Imagine Laurel et Hardy passant devant cette photographie. Et les questions suivantes, c'est, on essaye la même question avec Mafalda qui passe devant cette photographie, avec les Simpsons qui passent devant cette photographie, les Shadok qui passent devant cette photographie. Lequel je vous lis ? Allez, je vais vous lire les Shadok. Shadok 1. Gazorp ? Regarde cette créature bipède qui tente de soutenir cette croissance végétale verticale. Shadok 2. En effet, Glorbule, elle exerce une force opposée à l'attraction gravitationnelle de cette planète. Shadok 1. Dans le grand schéma du cosmos, un tel effort semble redondant. La plante est parfaitement capable de défier la gravité par elle-même. Shadok 2. Ah, mais tu manques la résonance symbolique, Gazorp. Cela pourrait représenter la lutte éternelle des Shadok, notre pompage sans fin. Je vous laisse découvrir la suite. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est vraiment là-dessus, j'ai trouvé que la machine fait du bon boulot. Et si vous en... Je ne sais pas si on pas comment on est en termes de timing, mais c'est peut-être intéressant d'en lire un deuxième pour que vous... Parce que là, vous avez la même image et vous allez voir la différence textuelle et vraiment... je trouve ça intéressant. Mafalda ? Mafalda. Susanna, tu vois ça ? Il y a une fille qui essaie de tenir un arbre. Qu'est-ce que tu crois qu'elle fait ? Susanita. Oh, Mafalda, elle doit s'entraîner pour devenir jardinière. Tu sais, on dit que parler aux plantes les aide à grandir. Peut-être que les soulever aide aussi. Mafalda. Ou peut-être qu'elle nous montre que même les plus petits d'entre nous peuvent essayer de soutenir le monde, même quand il semble aussi lourd qu'un arbre. Susanita. C'est poétique, Mafalda. Mais peut-être qu'elle pense que c'est un parapluie. Elle pourrait être un peu confuse, tu ne crois pas ? Mafalda. Confuse ? Non, Susanna. Elle est un exemple clair de ce que nous devrions être. Si tout le monde essayait de soutenir le monde, même un peu, peut-être que les choses ne seraient pas à l'envers. Et ça continue un petit peu. Oui, attends, il faut le micro. Bonjour. Bonjour. Ce que vous nous avez lu, c'était la première mouture de ChatGPT ou est-ce que ça a été très retravaillé ? Alors, ça dépend des textes. Là sur les deux exemples, par exemple. Les Shadok a été un peu retravaillé. Ce texte-là, du coup, on va le lire jusqu'au bout, vous allez le voir, parce que j'adore la chute. Aucun retravail. Mais après, vous allez lire la fin et je vais vous expliquer quelque chose, justement, par rapport à ça. Donc, je reprends Mafalda. Si tout le monde essayait de soutenir le monde, même un peu, peut-être que les choses ne seraient pas à l'envers.
Susanita. Mais moi, je préférerais épouser un prince et avoir des serviteurs pour tenir mes arbres à ma place. Mafalda. Oh, Susanita, ta vision du monde est tellement pratique. Mais réfléchis. Peut-être qu'elle est une véritable princesse courageuse dans son propre royaume. Susanita. Le courage, c'est bien, Mafalda. Mais une bonne proposition de mariage, c'est mieux. Bien que, je dois admettre, elle a l'air plutôt majestueuse à sa manière. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans votre question, donc merci beaucoup, c'est que c'est ce qui est, et vous le verrez dans la préface, parce que c'est la réaction, c'est peut-être une bonne aussi, c'est tout le travail justement que j'ai fait, et un peu toute la, comment dirais-je, c'est comme un muscle, la machine, que j'ai, oui, j'estime être beaucoup plus forte aujourd'hui avec la machine que je l'étais il y a 24 mois. Et là, j'ai une amie qui m'a envoyé un test qu'on pourra vous envoyer, qui est assez rigolo à faire, où vous pouvez voir, est-ce que vous reconnaissez ce qui est fait par la machine, à la fois visuellement et textuellement. Et c'est très bluffant. Mais moi, j'ai reconnu à chaque fois. Et c'est très dur. Très peu de gens arrivent à voir un fake d'un non-fake. Et la raison pour laquelle ce texte, selon moi, est quand même bien, c'est parce que justement, je sais, enfin, je sais, ça bouge tout le temps. Donc j'essaye d'être. La machine va tellement vite, parfois, c'est. Je sais les sujets sur lesquels elle est assez bonne et les sujets sur lesquels elle est moins bonne. Et ça, c'est ce que j'estime être l'expertise que j'ai acquise. Je vous donne un exemple. Dans le premier livre que j'avais fait, le projet, j'avais, et c'est une des choses qui a plu à Simon d'ailleurs, il y avait plusieurs choses qui l'ont séduit dans les textes que j'avais écrits. Il y avait un texte que j'avais écrit qui était en fait avec Charles Bukowski, commentant la photographie Saint-Lazare, que vous devez tous avoir en tête, ou même la photographie, on peut prendre la photographie, prenons la photographie du baiser de Doisneau. J'avais fait la même chose, bon, j'avais fait les deux. Donc, Doisneau, le baiser photographique, je pense qu'ici, que tout le monde connaît. Et donc, j'avais demandé à la machine si Charles Bukowski décrivait cette photo, comment il le ferait. Évidemment, le texte était très, très, très drôle. Il était là, il errait dans la rue, il savait pas où aller, il l'a prise de... Enfin, c'était du Bukowski, quoi. Enfin, vous voyez. Et pourquoi ça fonctionnait? Parce que, d'abord, c'est un auteur qui n'est pas un auteur français, et du type La Fontaine, je vais y venir dans une seconde, qui ne fait pas des vers, qui a un langage extrêmement marqué, qui a un vocabulaire en termes de nombre de mots, oui, qui n'est pas non plus de l'ordre de celui ou des phrases de type Proust. Et du coup, la machine est meilleure, par exemple, dans ce type, puisque c'est un modèle à nouveau d'exercice et probabiliste. Donc, j'ai acquis quand même une certaine connaissance sur les typologies, si vous voulez, de questions, où la output risque d'être, selon moi, après, ça, vous aimerez ou pas les textes, mais intéressant ou moins intéressant. Et j'ai un de mes meilleurs amis, pour la petite histoire, qui est polytechnicien et qui est très, très là-dedans, mais on a un respect intellectuel mutuel très fort, parce que moi, je ne comprends pas tout ce qu'il m'explique, souvent. Mais il est désespéré parce qu'il a fait le starter pack que je n'ai pas fait, et plein d'autres choses. Et il me dit, mais Anne, j'arrive pas, même quand tu fais des images, j'arrive pas au même résultat que toi. Je dis, oui, parce que maintenant, vous voyez, sur la génération d'images, si on en touche 2 mots, avec laquelle j'ai commencé à m'amuser, et ça me réjouit aussi, c'est que comment vous lui demandez de faire une image? Via un prompt. Bon, on va venir au prompt. Et ce prompt, donc, vous lui donnez des informations à cette machine. Si vous n'avez aucune référence, vous n'avez pas lu personnellement, vous n'avez pas de culture artistique, vous lui demandez de faire un bleu. Mais il y a des milliers de bleus. Quelle est la référence de ce bleu? Donc,
donc c'est la limite. Voilà. Donc, moi, je suis une passionnée de livres. Et c'est pour ça que j'ai fait toute cette recherche à la bibliothèque. C'est qu'à chaque fois, vous voyez, j'essayais de lui donner de la matière et du grain à moudre, tout en connaissant un certain nombre de ses limites. Et par exemple, le fait d'imiter des auteurs, La Fontaine, pour reprendre ce point, c'est très mauvais. Ce que mon ami Polytechnia voulait faire, il voulait sortir un livre sur les fables. Je lui ai dit, mais ça ne va pas marcher. Et il était assez content du résultat, mais moi, je ne trouve pas ça... On ne vous entend pas, du coup, sans le micro. Alors ça, c'est une autre question, ce qui est quel moteur... Il est dit ChatGPT, mais j'ai en utilisé de manière un peu... J'ai saupoudré pour quelques autres, en termes d'écriture. Lesquels? Perplexity et Mistral. Justement, on peut peut-être parler du prompt, du coup. Les 25 artistes que vous avez interrogés, ils sont dans les photos. La machine les connaissait? Alors, parce que j'imagine que William Klein, oui, et de l'interroger sur Polymagou, mais tous les... Ah non, elle les connaissait, c'est-à-dire que en fait, c'est une sorte de connaissance moyenne de ce qu'elle peut trouver sur Internet, puisque c'est... Parce que certains, j'imagine qu'elle ne devait pas les connaître, si. Rieneke, c'est un bon exemple de confusion ou d'hallucination. Alors, Rieneke, c'était la confusion sur le nom, c'était pas la confusion sur l'image. Est-ce que du coup, pour Rieneke, il y avait l'image qui était envoyée en même temps? Non. Non, pas l'image. Mais sur sa biographie, il y a eu plusieurs méprises dans le texte, par exemple, mais qui sont à l'image des articles et qui sont trouvables sur Internet aussi. Et c'était un petit peu le point aussi qui était intéressant d'Esther pour pour être loin de la notoriété de la plupart des artistes qui sont dans ce livre. Je peux vous dire, pour avoir fait des interviews, qu'il y a des choses sur Internet sur moi que j'ai jamais dites. Parce que dans les interviews, on réécrit vos propos. Donc, de facto, voilà. Donc, la machine absorbe ça. J'ai une question un peu de droit, mais c'est pas la question juridique qui m'intéresse, mais c'est le fait que vous avez interrogé pour que Mafalda réponde. Mais Mafalda, c'est Kino. Et Kino, il dit quoi de ça? Alors, on lui a pas. Après, c'est à la manière d'eux. Donc, tout est dans la manière d'eux. Et du coup, ça reprend pas. Enfin, moi, telle que ma réponse personnelle, ça serait que comme c'est à la manière d'eux, c'est pas du plagiat, puisque c'est inspiré d'eux. Voilà. Oui, non, je pensais pas forcément au côté plagiat, mais surtout au côté surprise. En fait, sans être associé, son personnage parle et le dépasse. Alors déjà, Klein parle. Et ça... Klein, les ayants droit étaient au courant. Oui, voilà. Et le fils, ça le secoue un peu. Mais Kino, s'il tombe sur le bouquin et qu'il voit que son personnage parle sans lui, qu'est-ce qui se passe, en fait? Là, on est en plein dedans en ce moment, avec plein de cas le starter pack, c'est un exemple de ça. Il y a eu quelque chose avec Studio Ghibli, vous avez dû voir, qui est plus prégnant parce que là, c'est vraiment lié à... C'est exactement cet exemple, en fait. Et je trouve que c'est plus flagrant quand c'est de l'image, c'est-à-dire que les portraits à la manière de Ghibli me dérangeraient plus que le texte à la manière de Kino, par exemple. Alors après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça m'interroge plus, du coup. Non, mais ça pose on est en plein là-dedans. Vous savez que en fait, l'Europe essaye aujourd'hui de légiférer pour pas autoriser justement un certain nombre de choses, etc. Ces machines, en fait, elles ont été entraînées sur des données. Elles ont tout absorbé. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, on ne sait même pas sur quoi elles ont été entraînées. C'est quand même la boîte noire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu m'y intéresser. Parce qu'on n'est pas rentré, une fois de plus, je ne suis pas la personne la plus technique, donc s'il y en a dans la salle, mais
j'ai quand même quelques notions. Avec certains outils, on peut paramétrer la machine. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous pouvez décider d'aller vers du froid ou du chaud. Donc, par exemple, comme c'est un modèle probabiliste, c'est comme quand vous faites une recherche sur Google. Si je fais Sabine Weiss, vous savez, vous voyez les recherches les plus fréquentes et ceci, cela, etc. Donc, vous avez les mots dans l'ordre des probabilités. On peut, et moi je le fais quand je veux la faire créer des choses plus disruptives. Justement, je lui demande, c'est là que je vous parlais de chaud et de froid, de me donner pas la réponse la plus probable. Ça répond aussi un peu à votre question de comment l'utiliser d'une manière un peu plus rigolote. Lui dire, ne me fais pas la première réponse qui serait la plus probable. Donne-moi, bon, mais ça va venir peut-être au prompt et à comment peut-être prompter. Voilà, mais tout ça est en train d'être débattu. Mais moi, je trouve que la bonne nouvelle dans l'IA, c'est que tout le monde se remet à l'écriture. Hein. Donc ça, c'est quand même déjà un bon point. Oui. Donc le prompt qui est ce qu'on rentre dans la machine justement pour avoir des résultats. Ça, c'est un tableau que pour les gens qui sont peut-être moins familiers, c'est ce qu'on trouve sur tous les réseaux, en fait. Enfin, si vous cherchez un peu, etc. C'est comment bien formuler la question, puisque c'est... Bon, moi, je me sers pas de ça et je m'en sers pas. Je vais expliquer pourquoi. Mais déjà ça, si vous voulez quelque chose d'un peu plus satisfaisant, il ne faut pas poser les questions comme, on se la pose entre humains. Il faut être spécifique dans votre question. Et donc ça, par exemple, vous pouvez, le rôle, c'est dire, écris-moi un texte, puisqu'on parle d'écriture de texte là, comme le ferait un critique d'art, comme le ferait un directeur de musée, comme le ferait un photographe, comme le ferait un chef. Déjà, ça va permettre de définir une typologie d'écriture. Après, pour quel objectif? Donc, est-ce que c'est pour une publication? Parce qu'après, il y a aussi... donc, plus vous allez être spécifique, plus, normalement, ce que vous allez avoir comme résultat va être satisfaisant. Ensuite, vous avez la tonalité. Quel ton vous souhaiteriez que la machine, un ton amical, un ton de cérémonie, etc. etc. Après... vous voyez, vous avez le format que vous voulez qu'elle vous donne. Donc, c'est un tableau, c'est que des emojis, c'est, vous savez, voilà, les mind maps, etc. Et après, vous pouvez donner des mots-clés, etc. Et là, il y a des petites astuces, mais ça, c'est pas les miennes. C'est des choses que vous trouvez assez facilement. Mais je voulais quand même mettre ce slide pour vous donner... à nouveau, je pense que dans la salle, il y a peut-être des gens qui sont très experts, d'autres moins. Ils sont peut-être essayés aussi à l'exercice. Ouais, voilà. Mais déjà ça, si vous faites ça, déjà vous aurez des résultats plus petits pour des requêtes, en tout cas du quotidien, beaucoup plus satisfaisantes. Après, moi, quand je vous disais que c'est un muscle, et ce qui me rend joyeuse, bon, je suis peut-être joyeuse de nature aussi, mais c'est que au début, j'avais un peu peur aussi. Et je me suis dit, non, en fait, les grands lecteurs, les grands amateurs d'art, finalement, ils ont toute leur place dans ce monde-là parce que, du coup, vous convoquez vos références en permanence. Moi, j'en ai découvert plein d'autres, d'ailleurs. Et sur la création visuelle, notamment, finalement, c'est juste que les métiers changent, par contre, ça c'est certain. Et que, finalement... les bons curateurs, on va dire, peuvent devenir les grands artistes de demain. Parce que forcément, vous allez mobiliser beaucoup de connaissances, vous pouvez mélanger les époques, etc. Mais plus votre culture, vous pouvez la mobiliser, votre esprit critique aussi d'ailleurs, hein, plus vous allez avoir des choses originales et intéressantes, puisque la machine a accès à tout potentiellement. Mais il faut lui dire, il faut aller chercher. On va avoir le micro. Attendez le micro. Attendez. Comme ça. Que la machine renverse la vapeur et
un curateur prenne la place d'un artiste. C'est carrément hallucinant quand même. Pas prendre la place. Pas prendre la place. Si, c'est exactement ça. Dans la production, si. Sous prétexte c'est pas ce qu'elle a dit, mobilise la culture, enfin une culture générale. Dans quelle approche cette culture en plus, puisque vous en avez fait une forme de critique au départ avec l'IA générative sur les États-Unis. Mais c'est un délire. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je suis assez passionné par ce que vous racontez, mais en même temps, il y a une vision critique qui n'apparaît absolument pas ici. Pourquoi faire? Je veux dire, à partir du moment où on est un homme ou une femme ou inscrit avec un âge, une problématique dans une société avec un langage des données, qu'est-ce qu'on en a à faire de cette IA en fait? Rien. Enfin, moi, j'évacue complètement le problème. Ça n'a aucune forme de connexion entre nous. Là vous exposez une forme de jouet. Donc, de qui est ton jouet, finalement? Non, mais moi, j'adore votre question. Je préfère le processus des romantiques, qui est bien plus intéressant et qui a affaire à une réalité, on parle d'autre chose. Là, j'ai l'impression que depuis le début, mais c'est passionnant, encore une fois, ce que vous dites dans ce que vous investiguez, en fait, avec un musée, des œuvres, des artistes. Moi, je ne vois pas du tout où se situe la joie dont vous parlez, je trouve quand même que ça va beaucoup plus loin, parce que de qui est-on la marionnette à un moment donné? Bien sûr, non, mais moi... voilà, donc, et à quoi ça sert de jouer avec cette IA, puisque de toute façon, ça n'a aucune raison d'être, à part flouter le marché, noyer le poisson, faire croire que, etc. Donc moi, je trouve que dans le faux semblant, oui, effectivement, c'est royal, mais de quoi s'amuse-t-on aujourd'hui avec des Trump, etc. Donc il y a une vision politique qu'il faut avoir en même temps. Non, mais moi, je vous remercie de votre question parce que je savais qu'on aurait une question de ce type et donc, je vous remercie de la poser. Alors, j'ai pas du tout dit que les curateurs allaient remplacer les artistes, donc si mon propos était pas clair, soyez rassurés, c'était pas l'objet de mon propos et vous verrez que le livre est assez critique, justement. Là où, en revanche, moi, j'ai un point de vue assez affirmé, c'est... on pourrait en parler pendant des heures, mais pour vous donner en tout cas, moi, ma perception de ça, c'est que j'ai malheureusement l'impression, moi, à mon petit niveau d'individu, là, je ne parle pas de nous collectivement, que je n'ai pas les épaules ou voilà pour lutter contre cette marée qui se déverse sur nous, contre cette IA, voilà. Donc j'ai choisi et ce choix m'est personnel, au lieu de m'y opposer, de m'y intéresser pour, à ma petite échelle microscopique, essayer de me dire est-ce qu'il y a des bonnes choses qui peuvent en ressortir et pas tout le négatif dont vous parlez, qui est évident, qui est certain, qui me semble assez inéluctable d'ailleurs, d'où le fait que j'ai souhaité aller à l'intérieur pour ne pas en être victime et ne pas le subir. Pour mais comprendre. Ça, c'est une démarche plus, vous voyez, là on rentre dans des questionnements qui sont politiques, personnels peut-être, mais moi en tout cas, je suis contente de savoir un peu naviguer à l'intérieur de ça, parce que je pense justement, d'où ma mission à l'UNESCO, que il y a des choses qui peuvent en émaner, qui ne sont pas juste avoir des robots chiens tueurs, par exemple, que pas la mort des artistes, parce que justement, la bonne nouvelle, c'est que la machine, et ça, c'est ce que je démontre dans le livre, ne les remplacera pas, vraiment pas. Donc ça, c'est aussi sa mise en échec. En revanche, moi, ce que j'aimerais, c'est vous convaincre. Alors, ça prendra peut-être plus de temps. Non, mais de la considérer comme un outil dans votre palette, si vous êtes artiste, comme une fois de plus, Baudelaire a complètement critiqué l'appareil photo. Alors, Baudelaire n'avait pas besoin d'appareil photo, c'est peut-être pour exprimer son talent à lui, et chaque artiste peut l'exprimer avec les outils qui sont les siens. Et peut-être l'IA et pas le vôtre. Mais je pense que aujourd'hui, il y a une sorte d'affrontement et je pense qu'il est assez urgent que quelques artistes, pas tous, s'y intéressent pour pas justement que les seules personnes qui s'y intéressent
soit des gens qui, par exemple, quand elles codent la machine, je vous donne un exemple, pour avoir été dans des réunions, la code de manière extrêmement binaire, selon des tableaux voilà, où vous êtes ciblé pour... voilà, enfin... à nouveau, on parlait des starter packs. On est dans, quand vous allez sur des réseaux sociaux, maintenant vous êtes dans des bulles algorithmiques. Et moi, j'aimerais que les gens se rendent compte que finalement, les gens restent entre eux. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous ai remercié de votre question, parce que moi, je suis pour le dialogue, justement. Socrate, je sais que je ne sais rien. Et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui se passe avec l'IA, tout le monde vit dans des bulles où ne leur est servi que le contenu qui les intéresse. Voilà, et qu'il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus d'échange. Moi, je veux me confronter à des ingénieurs qui pensent différemment, et je veux... Non, j'ai l'impression que le micro ne marchait plus. Oui, il n'y a plus de micro aussi. Donc, oui, moi, le temps que le micro remarche, ce que je trouve important aussi, c'est de comprendre comment ça marche. Moi, si je l'utilise et si je teste, c'est vraiment pour comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne. Leur tour, donc on va devoir conclure, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un pot de l'amitié. Voilà, vous allez pouvoir continuer là. On peut prendre une dernière toute petite question, mais il va falloir qu'on s'arrête. On prend une dernière question et on. Ah, mais de toute façon, je vais mettre à l'écran bon, voilà. Dans le micro. Jouer, construire, déconstruire, reconstruire et faire un peu personnel également. Que ça soit dans le domaine professionnel et dans le domaine créatif. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Mais après, il est vrai que on peut peut-être en débattre trop beau. Ça résume assez bien. Vous voyez, j'ai mis à l'écran, c'était une de mes dernières phrases. Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde. Voilà. La seule chose, c'est qu'évidemment, il y a des outils qui coûtent cher à la planète. Et on n'a pas parlé de ça ce soir. C'est aussi quelque chose auquel, personnellement, je suis assez sensible. Et un prompt, c'est 20 litres d'eau douce. Donc, voilà. C'est... Je vous encourage donc à partager avec Jean Dimarche le pot de l'amitié. Je vous rappelle que vous allez trouver à la sortie sur les tables des informations sur Jean Dimarche, le petit carnet Jean Dimarche et chouette, un bulletin d'adhésion pour adhérer à Jean Dimarche et nous soutenir dans nos activités. Vous allez aussi trouver la petite bibliographie. Alors j'en ai fait qu'une petite vingtaine, donc si vous en avez plus, je pourrais vous en envoyer ou la mettre sur le site, je ne sais pas ce qu'on fera. Et surtout le livre d'Anne Massal. Alors là, on n'en a que deux, une version anglaise, une version française qui est disponible aujourd'hui, ce soir. C'est au prix magnifique de 20 €. Si vous ne faites pas partie des deux personnes qui allaient acheter le livre ce soir, vous pouvez la trouver dans une très bonne librairie. Au hasard, je vais citer la librairie de la mer, ou avec ma collègue, ce sera une joie de vous accueillir. Le prochain atelier, c'est au mois de mai. Le mercredi 14, avec André Eschenberger, photographe et sociologue. Et pour les adhérents, vous avez rendez-vous le samedi 3 mai pour le Café Image qui traitera de piédographie, de cyanotype et autres techniques que les adhérents voudront aborder. Merci beaucoup, merci à Merci à vous, merci à tout le monde.